Mes parents ont tout misé sur ma sœur, en ignorant mes rêves. Aujourd'hui, après des années à faire mes preuves, c'est moi qu'ils appellent. Pour réparer le désastre qu'elle a provoqué. J'avais 15 ans quand j'ai découvert que ma famille avait déjà choisi, parmi nous, la personne qui comptait vraiment. Je m'appelle Ethan, et j'ai aujourd'hui 29 ans. Si vous m'aviez demandé à l'époque de quel genre de famille je venais, j'aurais probablement répondu, sans hésiter, une famille typique. Pourtant, avec le recul, les signes ont toujours été là. Au début, mes réussites passaient inaperçues, alors que ma jeune sœur, Chloé, avait droit à de somptueux dîners pour la moindre petite récompense. Ou encore, la façon dont mes parents étaient toujours trop pressés de tout abandonner pour ces spectacles de danse. Pendant que je restais seul à mes matchs de foot, me demandant s'ils étaient, une fois de plus, bloqués dans les embouteillages. Ce n'était pas le cas. Ils ne venaient tout simplement pas. Chloé a 3 ans de moins que moi. Et pour être honnête, elle était douée. Le genre d'enfant qui brillait sur scène, capable d'entrer dans une pièce et d'attirer tous les regards sans même essayer. Elle avait le charme, l'élégance, et cette incroyable capacité à pleurer sur commande. Ce qui marchait d'ailleurs étonnamment bien quand elle devait se sortir d'un mauvais pas. Ou me faire porter le chapeau. Mes parents, Rachel et John, étaient complètement en admiration devant elle. Pas dans le sens de parents fiers, mais plutôt comme s'ils la considéraient comme un investissement précieux. Au début, ça ne me dérangeait pas. Je n'étais pas du genre à mendier de l'attention. J'aimais bricoler avec l'électronique, créer des projets dans le garage. Et comprendre comment les choses fonctionnaient. Pendant que Chloé maîtrisait ses pirouettes, et recevait des ovations à la pièce de l'école, moi, je ressuscitais de vieux ordinateurs portables. Et je me faisais un peu d'argent en réparant les téléphones des voisins. J'étais fier de mes petits projets. Cependant, mes parents ne détournaient jamais les yeux de Chloé. Pas même assez longtemps pour le remarquer. Quand ils le faisaient, ils disaient généralement quelque chose comme « C'est bien, Ethan. Mais ne passe pas trop de temps sur ces trucs-là. Tu ne voudrais pas t'épuiser. » Avant même d'arriver à l'université. L'université. C'est devenu la ligne de démarcation. Chloé, elle, y était préparée. Les colonies de vacances d'élite, les cours particuliers. Et les préparations universitaires ont commencé dès sa première année de lycée. Moi, on m'a conseillé d'être pragmatique, et d'envisager une école professionnelle. Il n'y a rien de mal avec les écoles professionnelles, bien sûr. Mais ce n'était pas mon rêve. J'avais l'intention d'étudier l'ingénierie, et peut-être, un jour, de créer une entreprise technologique. Mais à chaque fois que j'en parlais, je recevais la même réaction. Un sourire crispé. Suivi d'une leçon m'expliquant que tout le monde n'est pas fait pour poursuivre de grands rêves. Ça faisait mal, mais j'ai tenu bon. Je me disais que, si je faisais simplement mes preuves, les gens finiraient par changer d'avis. Alors j'ai continué à travailler, à résoudre des problèmes, à apprendre à coder. Et à m'auto-former en conception de logiciels, en utilisant de vieux manuels et des vidéos YouTube. À l'âge de 18 ans, j'ai développé ma première application. Elle était maladroite, peu attrayante, et à peine fonctionnelle. Mais c'était la mienne. Je me souviens de l'avoir montrée à mes parents, en espérant quelque chose. De l'intérêt, de la curiosité, et peut-être même de la fierté. Au lieu de cela, ma mère a jeté un œil à son téléphone au beau milieu de mon explication. Et a fait la remarque suivante, tu sais. L'équipe de Chloé pourrait se qualifier pour les championnats nationaux cette année. C'est super. Non. C'était la première fois que je ne répondais pas. J'ai simplement hoché la tête, et j'ai quitté la pièce. Plus nous grandissions, pire c'était. Ma mère a presque micro-géré la candidature de Chloé pour les universités de l'Ivy League. Ce qui impliquait une équipe de consultants privés, et un tableau de visualisation. Moi, je suivais des cours du soir dans une petite université. Tout en dirigeant une entreprise de réparation florissante, depuis mon sous-sol. Je gagnais plus que ce que j'espérais, assez pour m'acheter ma propre voiture d'occasion.
et commencer à mettre de l'argent de côté. Mes parents, cependant, continuaient à considérer cela comme un simple passe-temps. Comme si je tournais en rond, en attendant de trouver quelque chose de valable à faire. Le moment qui m'a vraiment marqué, cependant, c'est quand Chloé a été acceptée à Columbia. C'était un grand événement, non? Je l'ai félicité honnêtement. Je le pensais vraiment. Et toute la famille a organisé cet immense dîner. Des amis, la famille élargie, un traiteur, et du champagne pour les adultes. Et quelque part, entre les discours et les toasts, mon père s'est levé, a fait teinter son verre. Et a déclaré. Nous avons toujours su que Chloé ferait quelque chose de spécial. Elle est le genre de personne qui pourra diriger une entreprise un jour. Et peut-être même, reprendre l'affaire familiale. Je me suis figé. L'affaire familiale. Mon père possédait une entreprise de logistique, modeste mais rentable. Qu'il avait fondée dans sa vingtaine. Il me racontait souvent comment il travaillait de nuit, se battait pour décrocher des contrats. Et dormait dans sa camionnette. J'avais toujours imaginé que papa avait l'intention de me la transmettre un jour. Nous en avions même discuté, quand j'étais plus jeune. Je m'étais dit que je la mériterais. Ce soir-là, je l'ai regardé avec insistance. Espérant trouver la moindre preuve qu'il ne venait pas tout simplement de m'effacer des projets d'avenir de notre famille. Mais il n'a même pas tourné la tête dans ma direction. Au lieu de cela, il a levé son verre vers Chloé, qui souriait à pleines dents. Comme une star de Broadway. Je n'ai rien dit ce soir-là. Je n'ai pas fait de scandale. Mais, quelque chose s'est brisé en moi. Pas de manière spectaculaire, mais plutôt comme un changement subtil. C'est comme accepter enfin une vérité que vous fuyiez depuis des années. Ils avaient déjà pris leur décision. Je n'étais qu'un bruit de fond, face à la lumière éclatante de Chloé. Au cours des années qui ont suivi, la vérité a fini par éclater au grand jour. Mes parents ont payé les frais de scolarité de Chloé, son logement en dehors du campus. Et l'ont même aidé à lancer une petite entreprise de mode, en parallèle. J'ai demandé un petit prêt une fois, pour mettre à niveau quelques serveurs sur un projet client. Et ils m'ont répondu qu'il manquait de fonds à ce moment-là. Je ne leur ai plus jamais rien demandé. J'ai pris du travail supplémentaire, à la place. J'ai commencé à sauter des heures de sommeil, et à travailler encore plus dur. J'en ai appris davantage sur les affaires, j'ai noué des liens avec des développeurs. Et j'ai passé des certifications en ligne, en design et en système d'intelligence artificielle. Mon activité secondaire s'est transformée en quelque chose de plus concret. Avec le temps, j'ai continué à assister aux repas de famille, et à jouer mon rôle. Mais je n'attendais plus rien d'eux. Ils n'ont pas remarqué le changement. Pas vraiment. Tant que je souriais, et que je disais « Félicitations, Chloé », au bon moment. Ma bouche restait fermée. Je restais invisible. Mais ensuite, il y a eu le tournant, le rebondissement qui a tout déclenché. Il y a 3 ans, mon père a convoqué une réunion de famille. Je m'en souviens très bien. Car c'était la première fois qu'il exprimait le souhait de discuter de l'entreprise avec moi. Mon cœur a même battu un peu plus vite. Je me suis demandé s'il m'avait enfin remarqué, mais non. Il a déclaré qu'il prenait une retraite anticipée. Et qu'il voulait faire entrer l'organisation dans une nouvelle ère. C'est exactement comme ça qu'il l'a formulé. Il a ajouté qu'il avait longuement réfléchi à la personne qui devait lui succéder. Après mûre réflexion, il a conclu qu'il était temps de nommer Chloé au poste de PDG. Elle avait étudié le leadership à l'école, appris les nouvelles stratégies de marque. Et elle possédait un charme naturel qui, selon lui, était plus essentiel que la logistique ou les opérations. J'ai demandé, très calmement, ce qu'il adviendrait de l'équipe de direction, des systèmes en place. Et des employés qui étaient dans l'entreprise depuis des décennies. Il a répondu, ils s'adapteront. Il est temps d'apporter du sang neuf. Et moi, ai-je demandé. Il a souri, comme s'il avait pitié de moi. Ethan, tu t'en sors très bien à ta manière, mais ce n'est pas ton truc. Cette phrase est restée plantée en moi, comme une épine sous la peau. Chloé a pris les rênes, et comme on pouvait s'y attendre, tout a commencé à s'effondrer.
Au début, c'était lent. Quelques clients perdus, quelques employés sur le départ. Elle a fait venir ses amis de l'université pour moderniser les opérations. A licencié des vétérans qui avaient bâti l'entreprise de A à Z. Et a relancé la marque avec un tout nouveau logo scintillant. Accompagné d'une déclaration de mission étrange. Qui semblait avoir été rédigée par une IA essayant d'être drôle. Les chiffres ont commencé à chuter. Les fournisseurs étaient furieux, mais mes parents continuaient à la défendre. Ils disaient qu'elle prenait ses marques. Elle a juste besoin de temps. Je suis resté silencieux, me concentrant sur mon propre travail. Mon entreprise s'était alors transformée en un véritable cabinet de conseil en technologie. Comptant 5 employés, et des clients répartis dans 3 pays. Mais je ne m'en suis pas vanté, et je n'ai pas jubilé. Pourtant, j'observais. J'ai regardé Chloé mener l'entreprise à sa perte. Pendant que mes parents maintenaient leur confiance en elle, malgré ses failles évidentes. Ma mère m'a appelé, il y a quelques mois. Elle avait l'air épuisée, sa voix tremblait. Elle m'a dit, « Ethan, il faut qu'on parle. C'est à propos de l'entreprise. » Je me suis adossé à mon fauteuil, et j'ai regardé les graphiques sur mon deuxième écran. L'un de mes contrats les plus récents venait d'être validé pour un montant à 7 chiffres. Mais je n'en ai pas parlé. D'accord, ai-je répondu. Que se passe-t-il? Il y a eu un long silence. C'est grave. Chloé a fait des erreurs. De grosses erreurs. L'entreprise est en difficulté. Nous essayons de trouver un moyen de garder la tête hors de l'eau. Nous nous demandions si tu pourrais passer. Pour jeter un coup d'œil. C'était le moment. Le moment où les choses ont commencé à changer. Je n'ai rien dit au début, laissant simplement le silence s'installer. Car une partie de moi voulait les aider. Malgré tout, il restait ma famille. Mais une autre partie, plus ancienne, plus tranchante, s'est souvenue de toutes ces fois où il l'avait choisi. On m'avait répété, maintes et maintes fois, de rester à ma place. Toutes ces soirées passées à sourire, pendant qu'il célébrait ses réussites. Comme si je n'existais pas. Et voilà qu'il m'appelait, pour me supplier. C'est là que j'ai compris qu'ils ne m'avaient pas seulement sous-estimé. Ils avaient oublié mon existence. Et voilà qu'ils se souvenaient de moi au pire moment possible. Mais je n'étais plus cet Ethan qu'ils avaient mis de côté. Et je n'avais pas l'intention de les sauver en silence. Je ne suis pas allé chez eux tout de suite. Pas parce que j'essayais d'être dramatique. Mais parce que je voulais vraiment croire qu'ils avaient besoin de moi. Après des années à être une pensée secondaire, une simple ombre dans la lumière de Chloé. Il me paraissait étrange qu'ils fassent le premier pas. Le lendemain, ma mère m'a envoyé un message pour relancer, « Ethan, je sais que tu es occupé. Mais c'est grave. Papa est inquiet. Tes conseils nous seraient vraiment utiles. » J'ai presque ri en réalisant cela, comme si je n'avais pas été en train de bâtir, discrètement, ma propre entreprise. Pendant qu'ils consacraient toutes leurs ressources au projet vaniteux de ma sœur. Néanmoins, j'ai promis de passer plus tard dans la semaine. Je n'ai pas mis de costume, juste un pantalon et un sweat. Je voulais leur rappeler que j'étais toujours moi-même. L'intervention sur laquelle ils s'étaient mis d'accord ne semblait pas porter ses fruits. Ma mère a ouvert la porte, et elle paraissait avoir vieilli de 5 ans. Par rapport à mes souvenirs. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Et ses yeux donnaient l'impression qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Ethan » a-t-elle murmuré, en me serrant dans ses bras. « C'est vraiment grave. » Le salon semblait inchangé, mais l'atmosphère était pesante. Mon père était assis, raide, sur le canapé, fixant un dossier qui semblait rempli d'avis de décès. Et Chloé n'était même pas là. Apparemment, elle avait rendez-vous avec un coach en images de marque cet après-midi-là. Une étape cruciale, selon ma mère. Elle essaie encore de garder espoir, a dit ma mère, en se tordant les mains. Cependant, nous avons perdu 3 gros clients au cours des 3 derniers mois. Les chèques de paie ont été rejetés la semaine dernière. Eh bien, la banque a gelé nos lignes de crédit. J'ai gardé une expression neutre. À l'intérieur,
je ressentais un mélange d'émotions, mêlant la pitié, un sentiment de justice. Et une pointe de honte. Mais globalement, je me sentais déconnecté, un peu comme si je regardais un documentaire. Sur des gens que j'avais connus autrefois. Ils m'ont tout déballé. Chloé avait pris la relève, il y a plus de 2 ans. Au début, elle débordait d'enthousiasme et de grandes idées. Elle avait repensé l'image de l'entreprise. Et imposé un nouveau logiciel de logistique très à la mode, mais que personne, dans l'entrepôt, ne comprenait. Elle avait renvoyé le directeur des opérations, présent aux côtés de mon père depuis le premier jour, sous prétexte qu'il ne correspondait pas à la nouvelle culture. Elle avait embauché sa colocataire de l'université pour gérer les contrats fournisseurs. Ce qui avait abouti à un véritable désastre juridique. Et elle gaspillait de l'argent avec des influenceurs incompétents. Juste pour redorer l'image de la société. J'ai feuilleté les rapports. Dans le rouge, tout était dans le rouge. Et vous avez laissé faire ça, ai-je demandé brutalement, en jetant un regard à l'un. Puis à l'autre. Mon père n'a pas croisé mon regard. Nous pensions qu'elle avait simplement besoin de plus de temps. Elle subit beaucoup de pression. Tu comprends à quel point c'est difficile pour les femmes dans les affaires. Cela a failli m'étouffer. J'ai travaillé avec des femmes incroyables, des modèles de détermination, de talent et de créativité. Chloé n'a pas manqué d'opportunités. Elle a manqué de sens des responsabilités. Ils m'ont demandé si je pouvais examiner les systèmes informatiques. Et peut-être recommander quelqu'un pour les aider. Mais je savais ce qu'ils me demandaient réellement. Ils ne voulaient simplement pas encore prononcer ces mots. Pas à voix haute. Après 3 heures, je leur ai dit que j'allais y réfléchir. Et que j'aurais besoin d'accéder à divers fichiers, ainsi qu'au tableau de bord d'administration. Pour faire une évaluation correcte. Ils ont accepté immédiatement. Mon père a même glissé quelque chose comme « Nous aurions dû faire appel à toi plus tôt ». C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse, de toute ma vie. Quand j'ai enfin croisé Chloé, la semaine suivante, elle m'a à peine reconnu. « Oh, salut, Ethan », a-t-elle lancé, en remontant ses lunettes de soleil sur sa tête. « Tu es là pour t'occuper de l'informatique, c'est ça ?» Je l'ai regardée, sans rien dire, en attendant. Elle a souri. « Ne t'en fais pas, je ne te gênerai pas. Je sais que c'est plus ton truc, et moins le mien. » Elle me considérait toujours comme le nerf du garage, jouant avec ses câbles. Pendant qu'elle dominait le monde. Mais le monde qu'elle avait construit était en feu, et elle n'avait même pas senti la fumée. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai creusé le sujet. Et ce que j'ai découvert était bien pire que ce que j'avais imaginé. Chloé avait mal classé certains employés, en les déclarant comme prestataires. Ce qui avait entraîné une montagne de taxes impayées. Elle n'avait pas honoré plusieurs contrats de service. Une campagne de marketing de 55 000 $ avait généré un retour sur investissement nul. Car l'influenceur qu'elle avait engagé avait été banni discrètement, pour avoir trompé ses abonnés. Le logiciel de gestion client était un véritable désastre. Des commandes passaient à travers les mailles du filet. Pourtant, elle touchait toujours un salaire à 6 chiffres. Et passait en note de frais des sacs à main hors de prix, sous prétexte de cadeaux clients. J'ai préparé un rapport de 20 pages. J'y ai abordé les risques immédiats, les options de redressement à moyen terme. Et les pivots stratégiques à long terme. J'ai tout classé par code couleur. Mon équipe, et oui, j'avais une équipe, m'a aidé à développer des technologies d'automatisation. Capables de simplifier leur processus, et de réduire les dépenses de 40% en 3 mois. Je l'ai envoyé par message à mon père, et j'ai suggéré que nous nous rencontrions en personne. Quand je suis arrivé, le samedi, Chloé était déjà là. Elle a fait la remarque, « J'ai lu ton petit rapport avant même de m'asseoir. » Mignon. Très tableau Excel. Waouh. Ma mère a tressailli. « Chloé, s'il te plaît. » Non, je suis sérieuse, a-t-elle insisté, les bras croisés. Tout ça semble si rationnel, si binaire. Mais les affaires ? C'est bien plus que de simples chiffres, Ethan.
C'est une question de vision, de relation et de narration. Chloé, ai-je répondu doucement. Ta narration a coûté 350,000 $ à l'entreprise, rien qu'au dernier trimestre. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es juste amère. Tu l'as toujours été. Il ne s'agit pas de sauver l'entreprise. Il s'agit de toi. Essayant de prouver quelque chose. J'ai regardé mon père et ma mère, m'attendant à ce qu'ils interviennent. Ils ne l'ont pas fait. Alors, je me suis levé. Tu as raison, ai-je répondu. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Car c'est déjà fait. J'ai construit quelque chose par moi-même. Je n'ai pas besoin de votre validation. Je me suis tourné vers mes parents. Mais si vous voulez que cette entreprise survive, elle ne peut plus être aux commandes. Pas même sur le papier. Je vais vous aider. Mais seulement si j'obtiens le contrôle total, opérationnel, financier et légal. Chloé a halté, comme si je l'avais giflé. Tu n'es pas sérieux. Tu veux qu'il te la cède, tout simplement. Non, ai-je dit. Je veux qu'il la garde. C'est toi qui l'as menée à la ruine. Je leur propose de la réparer pour eux. Personne n'a dit un mot. Puis, ma mère s'est levée. Peut-être devrions-nous en discuter rationnellement. Non, ai-je répondu. Ce n'est pas une discussion. C'est une décision. Mon père semblait déchiré. La fierté qu'il éprouvait pour Chloé se lisait sur son visage. Mais la fatigue, et l'anxiété, y étaient tout aussi visibles. Et c'est alors que Chloé a dit la chose qui, au final, a rompu la dernière once de gentillesse qu'il me restait. Si tu fais ça, a-t-elle continué, en me pointant du doigt comme une enfant. Je dirai à tout le monde que tu m'as saboté. Que tu as inséré de fausses données. J'irai sur Internet. Ethan. J'ai des abonnés. Tu n'as pas le droit de m'éliminer, simplement parce que tu es jaloux. Un silence total est tombé sur la pièce. Ma mère semblait terrifiée. C'est là que j'ai compris qu'ils ne savaient pas tout. Mais qu'ils étaient conscients de son instabilité. Ils savaient qu'elle était imprudente, et pourtant, ils l'avaient laissée faire. Par peur de briser son image de fille parfaite, et ce, même pendant que la maison s'écroulait. J'ai fini, ai-je déclaré calmement. Si vous voulez mon aide. Il me la faut par écrit. Une autorité totale. Je demanderai à mon avocat de vous envoyer un projet. Vous avez 60 heures. Chloé a ri, mais il n'y avait aucun son sincère là-dedans, seulement du vent, et du désespoir. Tu te crois meilleur que moi, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je répondu, en me dirigeant vers la porte. Je sais que je le suis. Juste au moment où j'allais sortir, ma mère m'a interpellé. Ethan, je t'en prie, ne nous abandonne pas. J'ai hésité, mais je ne me suis pas retourné car, malgré tout, il n'avait pas prononcé ce qui devait être dit. Je n'allais pas revenir tant qu'il ne l'aurait pas fait. Je n'ai pas pleuré, en quittant la maison. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté d'objets, ni appelé mon meilleur ami, ni noyé mon chagrin dans l'alcool. Comme un personnage de film dramatique. Non, j'ai conduit jusqu'à chez moi, en silence, les vitres baissées. Laissant la brise glaciale engourdir mes joues. Quand je suis retourné dans mon appartement minimaliste, qui comptait plus de serveurs que de meubles, je me suis assis au bord de mon lit. Et j'ai fixé le mur. C'était un sentiment étrange. Pas tout à fait de la colère, pas tout à fait du désespoir, simplement du vide. Je crois que j'avais toujours gardé l'espoir que les choses finiraient par s'équilibrer. Que mes parents me remarqueraient enfin, pas seulement en me jetant un coup d'œil. Ou en pensant à m'envoyer un SMS pour mon anniversaire, mais en me voyant comme quelqu'un de capable, et de précieux. Mais ce que Chloé avait dit ce jour-là, et la facilité avec laquelle on l'avait laissé parler, a brisé cette illusion. Il n'allait pas me choisir. Il ne l'avait jamais fait. Et il était temps pour moi d'arrêter de rester assis, comme un joueur remplaçant, attendant qu'on l'appelle sur le terrain. Je n'ai rien fait durant la première semaine, après cette explosion.
mon équipe de consultants a pris le relais. J'avais automatisé une grande partie de l'administratif. Et notre base de clients était solide. Nous étions tirés d'affaire. J'allais bien. Mais intérieurement, je me sentais brisé. Pas détruit, mais définitivement mis à nu, réduit à quelque chose de brut et de vulnérable. Le 8e jour, j'ai sorti un vieux cahier d'écriture du lycée. La couverture était déchirée, écornée sur les bords. À l'intérieur, se trouvaient des gribouillis de mes premiers concepts. Pour une application que j'avais toujours voulu créer. C'était sans doute simple. Juste un programme pour aider les petites entreprises à gérer leur stock. Sur plusieurs plateformes. À l'époque, je n'avais pas les compétences pour en faire une réalité. Maintenant, je les avais. C'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. Si je devais réussir, ce devait être selon mes propres termes. Fini d'attendre leur permission. Fini d'essayer de prouver quoi que ce soit à ceux qui ne savaient que m'ignorer. Je suis resté éveillé toute la nuit, jusqu'à 4 heures du matin, à concevoir la version 2.0. Il n'y avait aucune distraction, aucun doute, seulement un effort de concentration pure. C'était agréable et familier. Comme retrouver une version de moi-même que je n'avais pas vue depuis des années. La même semaine, j'ai rencontré une mentor, que j'avais croisée via un incubateur de start-up. Des années auparavant. Nina, une ancienne employée de Google, investissait désormais dans les fondateurs sous-représentés. Je lui ai dit que je voulais changer de cap, et développer quelque chose d'évolutif. Je ne voulais plus me contenter de réparer les systèmes défectueux des autres. Mais construire le mien. Elle a écouté, a posé des questions, pris des notes, et a ensuite dit une chose qui m'est restée. Ils t'ont sous-estimé. C'est leur perte, mais n'en fais pas la tienne pour autant. Alors, je me suis remis au travail. Au début, mon équipe de consultants a cru que j'étais fou. Changer de cap signifiait perdre des revenus stables. Mais j'avais assez d'économies pour nous maintenir à flot pendant au moins 8 mois, voire plus. Et je préférais parier sur moi-même, plutôt que de continuer à nettoyer les dégâts des autres. Indéfiniment. Nous avons commencé petit, avec seulement moi, un ingénieur nommé Adam. Et une designer UX nommée Sarah. Nous nous retrouvions tous les jours à mon appartement. Il n'y avait ni tableau blanc, ni table de ping-pong. Seulement des ordinateurs portables, du café, et des séances de brainstorming frénétiques. Le concept de l'idée était simple, une plateforme logistique facile à utiliser, alimentée par l'IA. Pour les petites et moyennes entreprises. Une plateforme capable d'identifier les tendances, de proposer des solutions. Et de réduire les frais généraux de moitié, sans avoir besoin de personnel informatique spécialisé. Je l'ai appelée Glassline, car elle était conçue pour révéler ce qui était, jusqu'alors, invisible. Chaque expédition, chaque retard, chaque dépense. Et quelque chose, dans ce nom, me semblait personnel. La première version a vu le jour en 8 mois. Elle n'était pas parfaite, mais elle était épurée, rapide, et surtout, fonctionnelle. Nous avons recruté des testeurs grâce à des contacts sur LinkedIn. Et le bouche-à-oreille s'est répandu rapidement. À la fin de la première année, plus de 350 entreprises l'utilisaient. Je n'ai pas touché de salaire pendant tout ce temps. Je vivais modestement. Pas de voyage, pas de folie dans les magasins, pas de voiture de luxe. Juste moi, en train de bâtir quelque chose de réel. Pendant que les autres me considéraient comme le gars de l'informatique au sous-sol. Incapable de voir les choses en grand. Je recevais, de temps à autre, des nouvelles par le bouche à oreille. Mes parents ne m'ont jamais contacté personnellement. Mais certains membres de la famille bavardaient. Ils disaient que l'entreprise familiale perdait des clients. Chloé semblait s'être obstinée dans une campagne d'influenceurs, qui avait lamentablement échoué. Elle avait également commencé à blâmer la baisse des revenus sur des critiques toxiques. Émanant d'anciens employés. Du Chloé tout craché. Je n'ai ni réagi, ni fait de commentaires. J'ai simplement écouté, hoché la tête, et je suis retourné à mon travail. Mais ensuite, quelque chose d'intéressant s'est produit.
Glass-Line a été citée parmi les 10 entreprises révolutionnant la logistique. Par une publication économique de taille moyenne, 18 mois après sa création. Quelques semaines plus tard, nous avons reçu notre première offre d'achat. De la part d'un concurrent que je respectais depuis des années. J'ai refusé, non pas parce que je ne voulais pas de l'argent, mais parce que ce n'était pas encore le moment. Je n'avais pas construit tout cela juste pour encaisser un chèque. Je voulais que l'entreprise se développe, qu'elle perdure. Et qu'elle soit ce pourquoi les gens se souviendraient de moi. Pas l'enfant qui bricolait des téléphones dans le garage. Pas la personne qu'on avait ignorée, au profit d'une PDG ratée. Mais Ethan Shaw, l'inventeur de Glass-Line. Un mois plus tard, j'ai reçu un SMS de ma mère. Ethan, pouvons-nous discuter s'il te plaît? Je l'ai regardé longuement. Le lendemain matin, mon père m'a appelé. Je n'ai pas décroché, mais soudainement, quelque chose a changé. J'ai reçu un email officiel, envoyé depuis le nom de domaine de l'entreprise familiale. C'était une demande officielle. Pour me consulter sur une stratégie de restructuration de la dernière chance. Il prononçait enfin le mot que j'attendais depuis des années, aide. Non pas parce qu'il voulait être gentil, ou parce qu'il m'avait enfin remarqué. Mais parce qu'il se noyait. L'entreprise était sur le point de faire faillite. Les fournisseurs partaient. Un ancien responsable d'entrepôt avait déposé plainte, pour licenciement abusif. Chloé avait, soi-disant, quitté la ville pour une retraite spirituelle. Et ne répondait plus aux emails. Et leur comptable, dont je me souvenais vaguement comme d'un type nommé James, qui sentait la pastille contre la toux, était parti en plein milieu du trimestre. Sans laisser la moindre note. Il voulait que je les sauve, pas seulement que je les aide. Et pendant un bref instant, j'ai envisagé de dire oui. Il ne le méritait pas. Mais l'entreprise, elle, le méritait. Il y avait encore des employés sur place. Des gens dont je me souvenais, lors des vacances et des pique-niques d'entreprise. Des gens qui, autrefois, m'avaient offert à manger, m'avaient ébouriffé les cheveux. Et m'avaient dit, tu seras exactement comme ton père un jour. Mais j'ai lu la dernière phrase de l'email. Nous espérons que tu vas y réfléchir. Chloé a fait de son mieux. S'il te plaît. Comprends-la. Ce n'était pas de sa faute. Cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Même aujourd'hui, même maintenant, il refusait d'avouer la réalité. Il ne pouvait pas appeler les choses par leur nom. Alors, je n'ai pas répondu. À la place, j'ai transféré l'email à Nina. En lui demandant d'organiser une réunion avec notre conseiller juridique. S'ils étaient sérieux au sujet du transfert, il ne s'agirait pas d'une simple faveur. J'avais fini d'agir par culpabilité, ou par espoir. Ils n'avaient jamais imaginé que je pourrais construire une telle chose. Et maintenant que mon empire était plus grand que celui qu'ils avaient offert à Chloé. Ils voulaient en faire partie. Mais je n'étais plus l'enfant qui attendait dans les coulisses. J'étais celui qui tenait le rideau ouvert. Et ils étaient sur le point de découvrir, à quel point, cette scène avait radicalement changé. C'était surprenant de voir à quel point je me sentais calme, en tapant cet email. Il n'y avait aucune amertume, aucune poussée d'adrénaline. Juste une clarté paisible. Nina était assise en face de moi, dans l'espace de coworking où nous avions emménagé. À la suite de notre première grande levée de fonds. L'endroit était lumineux, contemporain, avec de nombreuses parois en verre, et un éclairage tamisé. Le genre d'endroit dont je rêvais autrefois, quand je codais sur un bureau bancal dans ma chambre. Avec des boîtes de plats à emporter empilées à côté de moi. Maintenant, c'était vraiment à moi. Je ne fais pas ça par méchanceté, lui ai-je dit, en appuyant sur envoyer. Je sais, a-t-elle répondu. Mais tu ne le fais pas par culpabilité non plus. C'est ça l'essentiel. Elle avait raison. Pour la première fois, je ne répondais pas à ma famille. Je répondais à la réalité avec précision, un effet de levier, et du pouvoir. La lettre que j'ai envoyée n'était pas agressive. Elle était professionnelle. J'ai écrit à mes 2 parents, pour leur décrire la probable acquisition de leur entreprise.
par Glassline Technology Incorporated. Ce n'était pas une offre de conseil. Ce n'était pas une proposition de direction partagée. C'était une offre de rachat, assortie de conditions. Un contrôle opérationnel total. L'entière propriété devait être transférée dans les 30 jours. Tout pouvoir décisionnel m'était transféré, à moi et à mon conseil d'administration. Chloé devait être définitivement écartée, de tout poste de direction, et de tout rôle d'actionnaire. Il ne s'agissait pas de punition. Il s'agissait de protéger l'entreprise de dommages supplémentaires. Et d'éviter que mon propre nom ne soit associé à leur désastre. Jusqu'à ce que j'aie le contrôle absolu. J'ai envoyé le mail, j'ai fermé mon ordinateur portable. Et je n'y ai plus pensé du reste de la journée. J'avais d'autres réunions, et d'autres projets. Glassline était en négociation avec une grande compagnie maritime. Qui souhaitait tester notre logiciel de suivi, dans ses centres régionaux. Je ne pouvais pas me permettre de m'impliquer émotionnellement à nouveau. Mais, plus tard dans la soirée, la réponse est arrivée non pas de mes parents, mais de Chloé. L'objet du mail disait « C'est la guerre ». L'email lui-même était une diatribe, avec des pages entières de reproches, de déni et de logique tordue. Elle m'accusait de manipuler nos parents, et de profiter d'un moment de vulnérabilité. Elle disait que j'essayais d'anéantir son héritage. Et de m'emparer de quelque chose qui n'avait jamais été à moi. Ma remarque préférée, cependant, était « Tu n'as jamais été fait pour diriger. Ethan. Tu as juste attendu dans l'ombre, assez longtemps. Pour que quelque chose te tombe tout cuit dans les mains. » J'ai fixé cette phrase pendant un long moment car, l'espace d'une minute, j'y ai cru. Pas parce que c'était vrai, mais parce qu'on me l'avait rabâché pendant si longtemps. C'est toujours le même scénario. Tu n'es pas un leader. Tu n'es pas exceptionnel. Tu n'es pas Chloé. Mais ensuite, je me suis rappelé comment je restais éveillé tard pour coder. Pendant que Chloé faisait la fête. J'ai passé des années à bâtir quelque chose de réel, pendant qu'elle publiait des posts Instagram. Pour des entreprises bidons. Je me suis souvenu de chaque facture que j'avais réclamée, de chaque problème que j'avais résolu. Et de chaque investisseur qui m'avait rejeté, avant de finir par dire oui. Rien ne m'est tombé tout cuit dans les mains. Je n'ai pas répondu à son email, car j'étais en train de construire ma victoire, brique par brique. Je l'ai transmis à mon avocat. Avec pour instruction de le classer dans la catégorie des communications hostiles. Si elle voulait la guerre, je répondrais par le silence, et par la stratégie. Les jours suivants ont été un tourbillon de planification. Mon équipe juridique s'est mise au travail pour rédiger une lettre d'intention formelle. Nina et moi avons rencontré notre directeur financier, et nos conseillers. Afin de calculer le montant maximum pour un rachat stratégique. Je ne voulais pas de l'entreprise parce que ma famille me manquait. Je la voulais, car elle avait de la valeur, si elle était correctement redressée. L'infrastructure logistique restait solide. L'image de marque était un désastre. Les relations clients étaient réduites en cendres. Mais les fondations de l'entreprise restaient intactes. Elles pouvaient être reconstruites, avec la bonne direction. J'ai commencé à contacter, en douceur, les anciens employés que Chloé avait licenciés. Parce qu'ils ne correspondaient pas à son style. Au début, ils étaient méfiants, et peu enclins à parler. Mais quand je leur ai expliqué ce que je préparais, leurs réactions ont changé. L'un après l'autre, ils ont proposé de revenir, sous certaines conditions. Mais la confiance était toujours là. Ils se souvenaient de moi, non pas comme du gamin qui traînait au bureau à mi-temps. Mais comme de l'homme qui ne leur avait jamais parlé de haut, qui posait des questions. Et qui s'intéressait vraiment au fonctionnement des choses. J'ai également demandé à mon directeur technique, Adam, d'enquêter sur les systèmes informatiques défaillants de l'entreprise familiale. Il a préparé une démo, prouvant que notre technologie Glassline pouvait remplacer l'ancienne infrastructure et faire économiser des centaines de milliers de dollars en un an. Il ne s'agissait pas seulement de prendre le contrôle. Il s'agissait d'évolution. Pendant ce temps, Nina a établi des contacts avec quelques investisseurs anonymes, désireux d'accroître notre portée.
Ils ne se souciaient pas des drames familiaux. Ils étaient intéressés par le retour sur investissement et si je parvenais à conclure la transaction, cela me permettrait d'entrer dans un tout autre créneau de marché. Tout se mettait en place. Mais ensuite, il y a eu un imprévu. Mes parents ont exigé une réunion. Pas par email, ni par l'intermédiaire d'avocats. En personne, dans mes bureaux, et non dans leur siège social en ruine. Au début, j'ai hésité. Mon instinct me disait que c'était un piège, un appel à l'émotion. Ou une tentative de culpabilisation, destinée à me faire réagir. Mais Nina m'a persuadé d'accepter. Tu n'es obligé d'accepter quoi que ce soit, m'a-t-elle expliqué. Cependant, le pouvoir. C'est bien plus que simplement gagner. C'est se présenter selon ses propres conditions. J'ai donc répondu, oui. Ils sont arrivés en retard. Ma mère semblait plus fatiguée que d'habitude. Son chemisier était froissé, et il y avait une tache visible sur sa manche. Mon père semblait plus petit, pas physiquement, mais émotionnellement. Comme si les années l'avaient finalement rattrapé. Ils se sont assis en face de moi, dans la salle de conférence vitrée, où la lumière du soleil dessinait des lignes nettes sur la table. Tu as fait beaucoup de chemin, a remarqué mon père, en balayant la pièce du regard. En effet, ai-je répondu simplement. Pourquoi sommes-nous ici? Ma mère a pris la parole en premier. Nous avons examiné l'offre, et nous ne sommes pas prêts à tout signer. J'ai attendu sans rien dire, mais elle a poursuivi. Nous sommes d'accord pour te céder une partie du contrôle. Nous pensons qu'une période de transition de 8 mois, avec une direction partagée, serait raisonnable. J'ai hoché la tête lentement, et je me suis levé. La réunion est terminée. Quoi? A demandé mon père, surpris. Vous n'avez pas 8 mois, ai-je expliqué. Vous avez à peine 6 semaines. Vos comptes sont dans le rouge. Vos employés s'en vont. Et Chloé est à un influenceur près de plonger votre entreprise dans une nouvelle crise de relations publiques. Et tu penses que ça te donne un moyen de pression? La voix de ma mère tremblait. Ethan, je t'en prie. C'est toujours notre entreprise. Non, ai-je dit, ça l'était. Maintenant, le navire est en train de couler. Et je vous offre un canot de sauvetage. Si vous n'en voulez pas. C'est très bien. Mais ne faites pas semblant d'être encore aux commandes. Le silence s'est prolongé. Et puis, mon père a dit quelque chose d'inattendu. Elle a déclaré qu'elle nous poursuivrait en justice. J'ai cligné des yeux. Quoi, ai-je murmuré. Chloé, a-t-il dit, sans me regarder. Elle a menacé de nous poursuivre pour préjudice moral. Si nous te cédions l'entreprise. Elle prétend que nous l'écartons injustement. Et que nous ruinons son avenir. J'ai ri. Vraiment ri. J'ai dit, elle est bien bonne. Celle-là. Elle s'est ruinée toute seule. J'ai simplement proposé de nettoyer les dégâts. Ils n'ont pas répondu. Je me suis un peu radouci. Je ne suis pas là pour lui faire du mal, ai-je expliqué. Je suis là pour sauver ce qu'il reste, mais je ne le ferai pas à l'aveugle. Je refuse de le faire. Avec une main attachée dans le dos. Ils se sont regardés. Ma mère a essuyé ses larmes. Puis, mon père a ajouté doucement, nous allons parler aux avocats. Ce soir-là, je suis resté tard au bureau. Je ne célébrais pas de victoire. Pas encore. L'enjeu était encore trop important. Mais quelque chose a changé en moi. Pour la première fois de ma vie, je ne me battais pas simplement pour avoir une place à table. C'était moi qui construisais cette satanée table. C'était moi qui décidais de qui s'y asseyait, du repas qui y était servi. Et des règles qui s'y appliquaient. J'avais désormais l'avantage. Et j'avais bien l'intention de l'utiliser pour reconstruire à mon image, plutôt que pour détruire. Mes parents ont signé les papiers, très exactement 15 jours après notre réunion. Ça s'est passé un mercredi matin. Dans le bureau d'un avocat qui surplombait les toits de la métropole. La salle de réunion était silencieuse, à l'exception du bruissement des feuilles.
Et des cliquetis occasionnels d'un stylo. Ma mère ne m'a pas regardé. La main de mon père tremblait légèrement, lorsqu'il a signé la dernière page. Chloé n'était pas présente. Elle avait refusé de venir, rédigeant la veille un email furieux, qui se terminait par « Vous le regretterez. Vous le regretterez tous. » Mais moi, je ne regrettais rien. Une fois la vente conclue, Glassline Technologies a officiellement racheté l'entreprise familiale. Nous l'avons renommée, réorganisée, et nous avons entamé un changement à grande échelle. Nous l'avons baptisé Shaolink, non par ego, mais par souci de clarté. L'ancienne entreprise était polluée, surdimensionnée, et brisée. Shaolink était propre, précise, et évolutive. Et elle était enfin à moi. La première chose que j'ai faite, a été de me promener dans l'ancien bâtiment. C'était sinistre. Des zones poussiéreuses, des postes de travail vides, et des distributeurs automatiques en panne. La moitié des lumières de l'entrepôt ne s'allumaient même plus. Mon père m'avait dit, un jour, que cette entreprise était sa plus belle réussite. Mais sous la direction de Chloé, elle s'était transformée en une coquille vide. Alors, nous l'avons vidée. Pas totalement, mais juste assez pour y ramener la vie. Nous avons fait venir le personnel de Glassline. Ils ont modernisé les systèmes logistiques, en automatisant la moitié des opérations manuelles. Et ont introduit un suivi des expéditions en temps réel, incluant les retards anticipés. Il a fallu des semaines de travail acharné, jusque tard le soir, et même les week-ends. Mais l'énergie était électrique. Tout le monde le ressentait. Quelque chose d'important était en train de se produire. J'ai réembauché, personnellement, les 5 personnes que Chloé avait renvoyées. David, le directeur des opérations, a failli fondre en larmes. Quand je suis entré dans le café où il travaillait, pour lui demander s'il voulait revenir. Il n'a même pas posé de questions sur le salaire. Il m'a simplement serré la main, et a déclaré « J'attends ce jour depuis des années ». Les réunions du personnel semblaient différentes, désormais. Fini le jargon, ou les présentations truffées de mots à la mode. Nous discutions de données, de résultats, et de stratégie. Et les gens m'écoutaient, non pas parce que je l'exigeais, mais parce que je l'avais mérité. Puis est venu le véritable jour de paye. 3 mois après le rachat. Nous avons décroché un contrat avec un fournisseur médical d'envergure nationale. Ils avaient besoin d'une distribution efficace, et discrète, à travers 12 États. Sans aucune tolérance pour les retards. Ce genre de défi aurait achevé l'ancienne entreprise. Shaolink, elle, a fonctionné avec brio, et les revenus ont rapidement quadruplé. Pendant ce temps, Chloé s'est effondrée. À la suite de la vente, elle a tenté de rallier des soutiens en ligne, en créant une longue vidéo. Ultra filtrée, intitulée « La vérité sur la prise de contrôle de mon frère ». Elle s'y dépeignait comme une visionnaire, abattue par la cupidité des entreprises. Et le contrôle patriarcal. Pendant environ une semaine, ses abonnés, principalement des amateurs de style de vie et des entrepreneurs en herbe, ont compati. Puis des images ont fuité. Des emails, des factures, des notes internes, et des révélations venant d'employés mécontents. Il s'avère que, jouer à la PDG tout en gérant un blog de mode, ne passe pas très bien auprès des véritables professionnels des affaires. À la fin du mois, sa crédibilité était réduite en poussière. Elle a perdu ses sponsors. Son coach en image de marque l'a laissé tomber. Même sa retraite spirituelle préférée, à Sedona, a annulé son intervention. Elle m'a envoyé un tout dernier message. Félicitations. J'espère que ça valait la peine de détruire la carrière de ta sœur. Juste pour un stupide entrepôt. Je n'ai pas répondu, car il ne s'agissait pas de son travail. Il s'agissait de tous les autres, ceux sur qui elle avait marché, en essayant de le construire. Mes parents, eux, sont restés silencieux après la transaction. J'ai surtout appris, par des connaissances communes, que ma mère avait honte d'assister à son club de lecture. Et que mon père avait complètement cessé de parler de l'entreprise. Ils n'avaient pas seulement perdu l'affaire familiale, ils avaient aussi perdu l'illusion. Pendant des années, ils avaient cru bâtir une dynastie grâce à Chloé, alors qu'en réalité,
Il ne faisait que soutenir un château de cartes. 6 mois après la transaction, mon père m'a appelé. Je l'ai laissé tomber sur le répondeur. Sa voix était basse et fatiguée. Ethan. Je voulais juste te dire que j'ai vu l'article dans Forbes. Tu fais un travail fantastique. Je suis désolé de ne pas avoir cru en toi plus tôt. Cela aurait dû me frapper en plein cœur. Ça n'a pas été le cas, parce que je n'en avais plus besoin. J'avais déjà gagné. Pas seulement l'entreprise, ni ses résultats. Je m'étais racheté. J'avais racheté cette version de moi-même, que j'avais l'habitude de cacher pour leur confort. L'enfant qui réparait de vieux téléphones, et qui dessinait des maquettes d'applications. Dans ses cahiers d'école. L'adolescent qui ravalait sa fierté, à chaque fois qu'il lui conseillait d'être réaliste. Ils avaient prétendu que cet homme s'en sortait bien, à sa petite échelle. Il n'était plus petit, désormais. Il était responsable de centaines d'employés, des revenus de nombreuses familles. Et du paiement des fournisseurs en temps et en heure. Et ils en étaient conscients. Tout le monde l'était. Nous avons organisé une cérémonie de relance dans nos nouveaux bureaux, une structure contemporaine. Située en périphérie de la ville. C'était élégant, économe en énergie. Et équipé de technologies qui faisaient passer notre ancien entrepôt pour une antiquité. Des clients ont pris l'avion, depuis les 4 coins du pays, pour y assister. Nous avons présenté de nouvelles alliances, discuté de futures idées de développement. Et célébré le prochain chapitre de Shaolink. Je me suis tenu sur la scène principale, à la fin de la soirée. Pas de script, pas de PowerPoint. Juste un microphone, et une salle bondée. Je veux remercier tous ceux qui ont cru en notre travail, avant le reste du monde. Ai-je déclaré. Nous avons accompli cela, aux côtés de ceux qui sont restés fidèles. Qui se sont relevés après chaque échec, et qui ont créé quelque chose à partir de rien. Les applaudissements ont été retentissants. J'ai sauté de la scène, et je suis sorti à l'extérieur, dans l'air froid de la soirée. Il y avait des étoiles au-dessus de moi, silencieuses et magnifiques. Pour la première fois depuis des années, je ne portais plus aucun fardeau. Il n'y avait plus de haine, plus besoin de représailles. Seulement de la tranquillité. Et c'est là, je crois, que résidait la véritable victoire. Car, au bout du compte, ils ne m'ont pas seulement sous-estimé. Ils m'ont donné les clés pour leur prouver qu'ils avaient tort. Et je l'ai fait, discrètement, sans relâche, sans leur permission, mais selon mes propres règles. Et ce fut la dernière fois, que l'on me surnomma l'ombre.